Heureux de vous accueillir, soyez bienvenus pour ce nouveau numéro d'International. Nous invitons traditionnellement peu de dirigeants politiques français, soucieux que nous sommes d'avoir un regard précisément international. Nous faisons une exception aujourd'hui pour recevoir Florian Philippot, vice-président du Front National en charge de la stratégie et de la communication. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et si nous vous invitons, c'est parce que dans les dernières émissions, à chaque fois, à un moment ou à un autre, nos invités, quels qu'ils soient, évoquent la montée du Front National, l'évoquent d'ailleurs le plus souvent pour s'en inquiéter. Alors, nous avons eu envie de vous poser beaucoup de questions, notamment sur l'international. Cette émission est diffusée sur les réseaux de RFI et de TV5 Monde dans le monde entier, faut-il le rappeler, et avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Hayat, notre partenaire du Monde, le quotidien francophone de référence, eh bien, nous allons vous poser ces questions. Alors, peut-être tout d'abord, avant de revenir sur l'actualité récente, on a parfois un peu l'impression que le Front National, c'est en gros comme on veut. On peut être pétiniste ou gaulliste, on peut se réjouir de la victoire de Syriza en Grèce ou la déplorer. On peut être pour le mariage pour tous ou au contraire le dénoncer, être étatiste ou libéral. C'est l'auberge espagnole de la politique. Il y a vraiment une ossature idéologique au Front National ? Si je peux me permettre, je crois que vous confondez là avec d'autres mouvements, l'UMP ou le Parti Socialiste par exemple. Non, je reprends les récentes déclarations de Jean-Marie Le Pen, pétiniste ou gaulliste. Oui, enfin Jean-Marie Le Pen, vous le savez, enfin on y reviendra j'imagine, oui. Il est pas mal dans la provocation, donc ça ne correspond pas à une réalité. Non, le Front National c'est assez simple, son ossature idéologique, c'est le patriotisme français, l'idée que la France c'est une nation, que la nation est un cadre performant pour défendre la démocratie, la prospérité et la sécurité, et que la France a un avenir. Alors pas un avenir seul, isolé, coupé du monde, au contraire, un avenir ouvert sur le monde, en coopération, mais en coopération internationale, c'est-à-dire entre des nations libres et souveraines. Voilà, ça c'est le principe du Front National, c'est l'idée que la France doit être souveraine, doit être libre et qu'il faut... Mais il n'y a pas un parti qui dirait on ne veut pas que la France soit souveraine et qu'elle ne soit pas libre. Il n'y en a pas un. Le seul malheur, c'est qu'ils ont tous fait l'inverse. Ah, okay. Ils ont tous signé des traités, notamment européens, qui ont transféré notre souveraineté à des organismes non élus, l'Union européenne essentiellement, et pareil en matière militaire avec l'OTAN. Et par ailleurs, le Front National, c'est l'autorité de l'État. L'autorité de l'État en matière de sécurité, en matière régalienne, mais aussi en matière de défense des intérêts économiques et sociaux, à une période où nous traversons une très grosse crise économique et sociale. Nous allons, et vous allez nous parler peut-être de quelque chose qui appartient au passé, mais nous allons revenir sur ce qui s'est produit il y a un peu plus de 48 heures sur une chaîne d'information continue en France où le président d'honneur, qui n'est pas n'importe qui, du Front National, Jean-Marie Le Pen, revenait sur cette question du point de détail. Nous sommes également reçus en Israël, où cette affaire a fait polémique, revenant sur le fait que la Shoah était un point de détail. Malheureusement, on réécoute. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne. Alors, c'est une opinion, en fait c'est un délit. Nier l'Holocauste, nier la Shoah, à tenir des propos négationnistes, c'est un délit. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le virez ou au contraire, il peut être en charge de conduire une liste au régional dans le sud de la France ? Bien écoutez, il a, et je le déplore, réitéré des propos qu'il a déjà tenus la première fois il y a 27 ans, oui, 28 ans, et qu'il a déjà répété depuis malheureusement. Nous avons condamné, nous ne sommes absolument pas sur cette opinion et sur cette ligne. Condamnation morale, mais est-ce qu'il est déchu par exemple du titre ? Et Marine Le Pen l'a dit très clairement, ça n'est en aucune manière la ligne du Front National, bien évidemment. Et là, Jean-Marie Le Pen, clairement, est dans la provocation et la polémique. Président d'honneur, est-ce qu'il peut le rester ? C'est le président d'honneur. Président d'honneur. Non, ça n'a rien à voir avec président. Le mot honneur a quand même la présidente du Front aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. C'est lui qui prononce des discours aussi lors des congrès. Oui, prononce des discours parce que c'est vrai qu'il il est vous savez, il est dedans ou il est dehors. Vous convenez qu'il s'agit d'une déclaration antisémite ? Cette négation. Si vous pouvez la considérer comme ça, si vous voulez. Enfin, c'est pas à moi de le dire, c'est à la justice de le dire, si vous voulez. Comment est-ce que vous réagissez sur le fond de cette déclaration ? Je suis en total désaccord. Je la trouve choquante, je la trouve insupportable, et je suis en total désaccord. Mais je veux dire, on peut le redire 150 fois si vous voulez, parce que on peut redemander la question à Jean-Marie Le Pen, il vous répondra la même chose, parce qu'il n'a jamais dit autrement. Est-ce qu'il est en mesure de rester président d'honneur ? Président d'honneur, ça fait presque oxymore, du Front National, et peut-il conduire une liste
dans ces conditions? Il y a deux choses. Président d'honneur, pourquoi? Parce qu'il a fondé le mouvement, tout le monde le sait, ça c'est un fait historique, et il l'a dirigé pendant 40 ans jusqu'en 2011, jusqu'à ce que Marine Le Pen soit élue par les adhérents et qu'elle devienne la présidente du Front National. Donc je veux dire, c'est un titre aujourd'hui qu'on remet à des gens en France qui ont dirigé pendant longtemps une organisation. Il se trouve que Jean-Marie Le Pen... C'est pas président honoraire, c'est président d'honneur. Mais d'accord, mais il se trouve que Jean-Marie Le Pen, quand il fait campagne, par exemple l'an dernier pour les européennes, et qu'il fait campagne sur le fond, sans être sur ses polémiques et ses provocations, eh bien il recueille plus de 28% des voix dans sa grande région, parce que c'est là qu'il a une expérience, et je regrette qu'il ne soit pas sur ces sujets de fond, parce que je pense qu'il a une grosse expérience et qu'il a été visionnaire. C'est un détail, ce genre de déclaration peut passer comme un détail, voilà, c'est son défaut, ça fait 20 ans qu'il réitère. C'est sa responsabilité et c'est son problème. Maintenant, est-ce qu'il sera tête de liste en région PACA aux élections régionales en décembre prochain, dans le sud de la France? Je n'en sais rien. Ça n'est pas certain du tout. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Moi, je pense qu'il y aura plusieurs candidats, et permettez-moi de dire ce que je souhaiterais en bureau politique, parce que c'est une instance interne et collégiale du mouvement, et je préfère m'exprimer d'abord en interne avant de m'exprimer en externe, mais je pense qu'il y aura d'autres candidats, et que c'est au bureau politique de trancher. Il est certain qu'en tout cas, il affaiblit clairement ses chances de candidature par ce genre de politique. Vous jouez constamment d'une ambiguïté. Nous désapprouvons cette façon de faire, ce sont des propos ignobles, et en même temps, il est tout à fait en situation de mener une liste. Si ce sont des propos ignobles, pourquoi il est en situation de mener une liste et de représenter? Il est en situation de pouvoir se présenter à cette candidature interne. Alors dans ce cas, Mais vous aussi, vous avez le droit de présenter votre candidature si vous voulez. Dire ça, c'est interdit à personne. Non, je suis pas membre du Front National. D'ici quelques semaines. Ce n'est pas ça la question. La candidature, c'est différent. Après, on verra. Après, c'est aux instances politiques de voir qui est la meilleure locomotive pour cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les élections régionales en France. Et ce sera aux instances dirigeantes de le dire. Mais je crois qu'il avait dit lui-même, si Marion Maréchal y va, je me retirerai. Il avait dit ça dans une interview à l'Express il y a peu de temps. Eh bien, nous verrons si Marion, qui est élue là-bas en PACA, est intéressée. Et vous comprenez que dans le monde et en Israël où nous sommes diffusés, cette phrase est atterrante. Mais évidemment, je le comprends très bien, mais elle n'est pas simplement atterrante en Israël, elle est atterrante en France. Elle est atterrante notamment aussi pour nos militants, nos candidats, nos cadres, qui ont envie de se battre sur les problématiques réelles de nos compatriotes. C'est une partie de votre électorat. Mais vous vous en accommodez depuis des années. Non, je m'en accommode pas, non, pas du tout. Alors dans ces cas-là, pourquoi vous partagez finalement le mouvement? Pourquoi vous qui êtes arrivé tardivement au Front National, vous assumez donc que depuis 1987, parce que moi, quand je suis arrivé, le répète sur tous les temps. Moi, je suis arrivé au Front National auprès de Marine Le Pen en 2009, puis au Front National en 2011. Marine Le Pen avait levé l'hypothèque sur cette question-là. Ouais, moi, j'ai pas rejoint le Front National. C'était toujours président d'honneur. En 1987 ou en 88, et j'ai rejoint le Front National en 2011. Et je veux dire, je crois que les choses sont claires. Les Français font une distinction entre... Vous avez évité de me dire tout à l'heure que vous trouviez que cette déclaration était effectivement antisémite. Parce que je n'aime pas condamner. Moi, je ne suis pas procureur, madame. Ça n'est pas une question de justice. Ça n'est pas une question de justice. Vous avez le droit d'avoir un jugement personnel. Vous connaissez l'histoire. Vous êtes un énarque. Vous connaissez l'histoire de France. Oui, je connais l'histoire de France. Voilà. Donc, vous estimez que cette déclaration, elle est antisémite ou elle ne l'est pas? Je préfère avoir un jugement raisonné sur la question. Je ne veux pas dire que Jean-Marie Le Pen est antisémite s'il ne l'est pas. Ça me gênerait beaucoup. Je n'aime pas condamner les gens. Quand M. Valls dit qu'il n'y a pas assez de blanc dans sa ville à Évry, j'ai pas envie de dire que Emmanuel Valls est raciste, voyez, même si je considère que cette phrase est raciste. Ça me pose un problème. Je ne suis pas procureur. Est-ce que c'est pas un problème au Front National, finalement, un problème de famille? On ne peut pas enlever le président d'honneur puisqu'il est le père de la présidente et le grand-père du jeune espoir. Mais en fait, là, c'est une entreprise familiale. Qui parle elle-même d'aristocratie politique. Si c'était une entreprise familiale, mais moi je ne serais pas là, j'aurais pas eu ces responsabilités aussi rapidement. Vous en connaissez un autre mouvement qui donne des responsabilités aussi vite, qui vous fait monter vice-président? En même temps, vous êtes un peu la vitrine présentable de cette formation. Le j'aime pas ce genre de... Non, mais c'est très arrogant et très désobligeant pour nos milliers de candidats et nos dizaines de milliers de militants sur le terrain, qui sont des hommes et des femmes qui demandent le respect et qui aimeraient que la caste et les élites politiques et médiatiques les respectent, parce que ce ne sont pas des sous-citoyens ni des sous-français. Ce sont des hommes et des femmes. C'est vrai que ça dérange. Souvent, on a des ouvriers et des employés. Je sais que ça dérange la caste, mais ce sont des hommes et des femmes qui demandent le respect. Et le Front National, il y a une caste au Front National et c'est une caste. Non, le Front National, c'est un mouvement, voyez-vous, qui présente par exemple des jeunes dans des circonscriptions éligibles qui ont 25 ans. Quand ils ont fait leurs preuves sur le terrain. J'en connais pas d'autres mouvements qui donnent sa chance à la jeunesse de la même manière. C'est un mouvement qui fait monter des gens très vite. Quand on a trop une vite idée, parfois, trop vite.
Non, pas trop vite, je pense pas. Enfin, j'ai pas on va pas faire la liste des dérapages ici, mais il y en a aussi un paquet, quoi. Quand on assimile l'homosexualité à la zoophilie... Il y a eu quelques candidats qui ont eu des propos inacceptables. Et le planning familial, idéologie morbide, enfin on fera pas la liste, mais... Ils seront sanctionnés. Mais on peut s'amuser à faire ça pour le Front National. Amusons-nous aussi à le faire à ce moment-là pour les autres partis politiques français, notamment l'UMP et le Parti Socialiste. On trouvera une kyrielle de propos provocateurs, de condamnations judiciaires qui ne sont pas sanctionnés par l'UMP ni le Parti Socialiste, contrairement au Front qui prend toujours ses responsabilités. Vous parlez de cette valeur phare, le patriotisme, valeur dont le Front National n'est pas le seul à se revendiquer par ailleurs. Est-ce que vous admettez aussi, tout comme Jean-Marie Le Pen, que c'est un parti qui agrège fervents pétainistes et fervents gaullistes, dont vous êtes? Non, pas du tout. Il n'y a pas heureusement, en France, je crois que des pétainistes, il en reste combien en France Vous êtes capable de me dire combien il reste de pétainistes en France 75 ans après. Il y a des nostalgiques. On doit être aux alentours de zéro. Vous êtes, heureusement, vous êtes gaulliste, de Gaulle, c'était longtemps. Il doit dater d'il y a 45-50 ans. Et non, je la connais pas, justement. Je suis très heureux de pas la connaître. Mais non, au Front National, il n'y a pas de pétainistes. Et s'il y en avait, je n'y serais pas. En revanche, oui, il y a des gaullistes. Ça, c'est une évidence. Et même de plus en plus, et même parmi les jeunes générations du Front National. Mais globalement, il y a des gens qui aiment leur pays. Parce que vous me dites, les autres mouvements disent aussi qui sont patriotes. Bien sûr. Parfois ils le disent, pas tous. Mais ceux qui le disent, il faut le démontrer. Parce que patriote, c'est pas simplement un mot. Patriote, ça veut dire qu'on défend les intérêts nationaux, qu'on défend l'amour du pays. Ça veut dire que, par exemple, on refuse de transférer la souveraineté de son propre peuple à des gens non élus. Ça veut dire que, par exemple, on n'accepte pas la repentance permanente de considérer que l'histoire de France est épouvantable. Un tel transfert dans quel... Partout ailleurs. Non, mais comment la France n'a rien abandonné de sa souveraineté? La France n'a rien. Alors la France n'a plus de frontières, n'a plus de monnaie. Ah bon? Non, elle n'a plus de frontières, la France. Non, elle a les frontières extérieures de Schengen. Frontières. Simplement, il y a un dispositif dans le cadre de l'Europe qui est ce qu'il est, mais la France n'est pas sans frontières. Si la France est souveraine, c'est que donc elle a demain la possibilité de remettre des frontières quand elle le veut. Ça n'est pas le cas. Elle n'a pas le droit de le faire. Mais pour l'instant, elle n'a pas le droit de le faire, donc elle n'est pas souveraine. Mais elle a des frontières. Elle a des frontières. Non, elle n'a pas de frontières. Elle a des frontières sur une carte, quand vous la voyez, mais elle n'a pas de frontières économiques. Qu'est-ce que vous appelez? Vous voulez des douaniers? Vous voulez des hommes en uniforme au poste douanier comme... Pourquoi pas? Ça se fait dans le monde entier, ça. C'est rien d'extraordinaire. Et donc, avec ça qu'on va relancer l'économie, Quel rapport? Non, pour faire une interview sérieuse ou vous parliez de frontières. Je vous réponds sur la souveraineté, etc. La France n'a pas de monnaie. Donc elle n'a pas de souveraineté monétaire. Mais si elle a l'euro. La France a l'euro. C'est pas sa monnaie. La France s'est dotée d'une monnaie. Ça n'est pas une souveraineté nationale. C'est-à-dire que si demain la France veut dévaluer, elle ne le peut pas. Donc elle n'est pas souveraine. La France ne contrôle plus. Elle peut proposer cette solution à ses partenaires au sein de l'Europe. Elle peut proposer à ses maîtres. Pardon de vous faire remarquer. Est-ce que je peux avoir 5 secondes pour finir une phrase? Voilà. La France, par exemple, l'arrêt Nicolot du Conseil d'État de 1989 considère qu'une loi française est inférieure à une directive européenne. Donc la France n'a pas sa souveraineté législative. La France n'a plus la totalité de sa souveraineté budgétaire, puisqu'elle doit faire à un moment dans le processus budgétaire valider son budget par les autorités de la Commission européenne. C'est une interprétation. Non, ce sont les textes et les traités. Donc la France, évidemment, n'a plus entièrement sa souveraineté. Il y a quelques domaines dans lesquels elle a encore sa souveraineté, mais il y a des pans entiers où elle n'a plus sa souveraineté. Et il n'y a pas d'autres exemples de nations dans le monde, en dehors de l'Union européenne et de la zone euro en particulier, qui ont perdu à ce point leur souveraineté. C'est un vrai problème démocratique. Parce que sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. On ne va pas reprendre un débat qui a eu lieu sur c'est un vrai débat de fond intéressant. Bien sûr, mais on peut constater par exemple que les Grecs de Syriza, ils y restent dans l'euro. Alors que vous aviez salué leur arrivée au pouvoir, ils se rendent bien compte que sortir de l'euro, c'est casse-gueule. Non mais ça n'a jamais été dans leur programme. Syriza n'a jamais proposé la sortie de l'euro. Nous avons toujours dit que nous étions heureux de cette sortir victoire. de l'Europe et très critiques sur l'euro. Et ils y restent parce qu'il y a un confort de solidarité aussi. Non, ils n'ont jamais proposé de sortir ni de l'Europe ni de l'euro. Nous étions heureux de cette victoire parce qu'elle allait engendrer des débats, susciter des débats sur l'austérité, l'euro, l'Union européenne. Qui existaient déjà. Oui, mais qui ont été vraiment ravivés depuis. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup, on en parle depuis, et j'en suis très heureux. Mais justement, le fait qu'ils restent dans l'euro les empêche de changer toute politique économique. Et on a constaté que donc, on a la preuve maintenant grandeur nature, que l'euro n'est pas compatible ni avec la démocratie, ni avec la prospérité. Ça devrait quand même, nos belles âmes, qui font défiler des enfants pour défendre la démocratie, soi-disant quand elle est en danger, devraient quand même se dire, un peuple vient de voter, mais il n'a le droit de rien changer. Monsieur Juncker, président de la Commission européenne, vient de dire qu'un vote... La Grèce pourrait, si elle le souhaitait... Un vote n'a pas le droit de modifier les traités européens. Ça, c'est un vrai problème démocratique. La Grèce peut sortir de l'euro si elle le veut, il faut juste qu'elle paye ses dettes. Elle n'a pas les moyens pour l'instant. Oui. Et vous voulez sortir de l'euro. Comment on va payer les dettes? Ça ne change rien, la dette. Ah, d'accord. Mais comment on va la payer Vous voulez dévaluer, donc on va payer une dette encore plus chère.
Non, l'euro a été dévalué de 25% en un an. Alors, donc, vous votre volonté d'évaluation a eu lieu. Monsieur Draghi l'a faite. On nous a dit, si on dévalue de 25%, la dette va augmenter de 25%. Le problème, c'est de dévaluer seul. La dette n'a pas augmenté de 25%, alors que l'euro vient de se dévaluer de 25%. Mais parce que, donc on voit bien que c'était un argument mensonger. Parce que c'est l'euro et qu'à ce moment-là, tout le monde est ensemble. Alors, mécanisme de solidarité. Le problème, c'est d'être seul face à un Tant que nous restons dans l'euro... Seul le franc dévalue, là, on se casse l'euro. Il y a deux choses. Tant qu'on reste dans l'euro, alors oui, on verra la dette augmenter. Parce qu'on sera en sous-croissance, parce que cette monnaie nous asphyxie, et parce qu'on devra payer en permanence pour sauver l'euro. C'est-à-dire, c'est une monnaie... Normalement, une monnaie est au service de l'économie, là, c'est l'inverse. On met l'économie au service de la monnaie. Non, on la laisse filer. En ce moment, Monsieur Draghi la laisse filer. Tant qu'on reste dans l'euro, on voit notre dette exploser. Elle n'a jamais autant explosé que depuis qu'on est dans l'euro. Comme s'il n'y avait pas eu de mesures européennes récemment. Non mais attendez, et tous les pays qui sont en crise de la dette sont justement des pays de la zone euro. Donc ça devrait quand même nous interpeller. Si demain nous revenons à une monnaie nationale, qui ne sera pas l'ancien franc, qui sera un nouveau franc, comme il y aura un nouveau marque, etc. Et notre dette ne changera pas. Elle sera libellée en nouveau franc. Mais qui va vouloir du franc ? Mais beaucoup plus. Le franc sera la monnaie de la 5e puissance mondiale. Oui. Vous savez, aujourd'hui, la Suisse a son franc suisse et à ce que je sache, on ne refuse pas du franc suisse. Le Royaume-Uni, qui est un pays à peu près aussi riche que la France en termes de PIB, a sa monnaie, la livre sterling, et on ne refuse pas la livre sterling. Ça, c'est de la propagande. La France, évidemment, est capable d'avoir sa propre monnaie, comme 95% des pays du monde. Mais je dis, tant qu'on reste dans l'euro, non seulement on ne sera pas en démocratie parce qu'on ne pourra pas décider de notre politique économique, parce que c'est celui qui finance qui paye, Monsieur Philippot, au bout d'un moment. Vous avez défini et on ne sera pas en possibilité de reprise. Vous avez défini un programme anti-Bruxelles avec sortie de l'euro à la clé, etc. On dirait que vous n'étudiez pas, vous n'examinez pas les changements à l'œuvre dans l'Europe actuellement. Vous êtes parti sur ce constat. Tout est acheté. Quoi qu'il arrive, on en sort. Est-ce que vous voyez que le système est en train de travailler de l'intérieur ? Je vois qu'il travaille de l'intérieur contre les intérêts nationaux. Je vois qu'il est en fuite en avant fédérale. Parce qu'il estime que pour sauver l'euro, il faut aller de plus en plus vers un budget commun, une dette commune, une politique commune, etc. etc. Parce qu'il y a des mécanismes de solidarité intra-européens qu'il n'y aura plus si la France s'isole. Alors à ce moment-là, c'est pas s'isoler, c'est retrouver sa liberté. L'isolement et la liberté, ça n'a jamais été la même chose. Ça s'appelle une fuite en avant fédérale. Soit on fait un État fédéral, mais il faut le dire à ce moment-là au peuple. Il faut demander s'ils sont d'accord, parce que ça veut dire des transferts massifs d'argent à l'intérieur de la fédération, plus une perte de démocratie encore plus forte. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'échelon fédéral clairement qui décide de tout. Et il n'y a pas de peuple européen. Voilà. Donc ça pose un vrai problème de démocratie. Soit on fait des nations libres qui coopèrent entre elles, chacune ayant son budget, ses frontières, sa monnaie. Voilà, ça n'empêche pas les coopérations les plus fructueuses du monde. La France va discuter d'égal à égal, de puissance à puissance avec la Chine, par exemple. Oui, exactement. Par exemple. D'accord. Mais ça, vous parlez d'une France d'il y a 20-30 ans. Non. Vous parlez d'une France. Vous savez, on a l'impression d'être en 1981. La France va dévaluer, nationaliser, fermer ses frontières, etc. Vous avez vu le résultat en 1981. Nous sommes en 2015. Là, entre-temps, la Chine a multiplié son PIB par 20. Nous avons dit avoir des frontières. Et alors, qu'est-ce qu'on fait face à la Chine ? On se met à plat ventre parce qu'aujourd'hui l'Union européenne n'est pas un facteur de puissance face à la Chine. Je pense c'est un facteur d'affaiblissement. Vous ne pensez pas que unie, elle est un peu plus forte pour négocier unie, toute seule? Non, je ne crois pas du tout. Parce que unie, elle applique une idéologie, notamment le refus de tout protectionnisme. C'est-à-dire quand la Chine, la seule fois où l'Union européenne a voulu mettre des protections douanières, c'était contre les chaussures chinoises en 2006. Concurrence déloyale, on pourrait s'en réjouir. Sauf qu'en 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a cassé cette protection douanière. Il y a eu très temporairement. A cassé vous dites la seule fois, puis après très temporairement. Non, mais une vraie politique structurelle. A cassé cette protection douanière, considérant que ça n'était pas, à juste raison, ça n'était pas conforme aux traités européens d'ouverture totale des frontières. Vous savez, il y a des pays, vous dites seuls, non, des pays libres qui négocient dans les instances commerciales mondiales et qui sont capables parfaitement de défendre leurs intérêts. Quand la Suisse négocie, elle défend ses intérêts. Quand la Corée du Sud, qui est plus petite que la France, aussi bien en termes de population qu'en termes surtout économiques, eh bien, elle défend ses intérêts. Et je veux dire, on peut très bien être libre. Tous ces pays sont en train de chercher des alliances régionales. Aussi bien la Chine que le Japon. Alors, les alliances régionales, ça n'est pas la même chose qu'une fédération. Je vais vous interrompre car il y a une règle du jeu sur nos antennes, c'est le point d'actualité. Donc à 11h30 heure de Paris, point d'actualité. Nous nous retrouverons, nous parlerons des forces du Front National, mais pourquoi faire, et de toute la politique étrangère. On se retrouve dans 2 minutes exactement.
Retour à International avec RFI et le quotidien Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Florian Philippot, vice-président du Front National, en charge donc de la stratégie et de la communication. Nous avons beaucoup parlé de ce qu'il est convenu de rappeler l'affaire du détail avec Jean-Marie Le Pen. Vous nous avez dit ce que vous en pensez. Nous évoquions l'euro et l'Europe. Beaucoup de questions encore à vous poser sur l'international, mais peut-être sur ce que représente aujourd'hui, en termes de conquête de pouvoir, le Front National. Je voudrais vous proposer un retour sur, disons, un peu plus d'une vingtaine d'années de ces victoires qui ne débouchent sur pas grand-chose. La première victoire électorale du Front National remonte aux élections européennes de 1984. Le parti de Jean-Marie Le Pen passe la barre des 10%. François Mitterrand instaure ensuite le scrutin proportionnel. 35 députés frontistes siègent à l'Assemblée nationale, du jamais vu. Écoutez le reportage de l'époque. On attendait des trublions, on découvre des apprentis notables. Faire bonne impression, telle est la consigne. Juin 95, le FN conquiert ses premières municipalités. Marignane, Toulon, Orange et Vitrolles. Malgré les scandales et les divisions internes, le Front National survit et provoque un véritable séisme à la présidentielle de 2002. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. En face, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Vive la France ! 12 ans plus tard, le Front National gagne pour la première fois des élections en France. Il est 20h, tout de suite notre toute première estimation. Vous la découvrez, le Front National aurait recueilli 25,4% des suffrages. La victoire est indiscutable, même si père et fille Le Pen ainsi que 22 autres élus siègent loin de Paris, à Bruxelles et Strasbourg. La crise, le désespoir des ouvriers et des agriculteurs, l'immigration, la pauvreté, l'insécurité. Sur le terreau de la colère, les idées du Front National progressent. Dans son dernier livre, François de Closet l'explique. Qu'on s'est interdit de parler du problème de l'immigration, du problème de la sécurité, du problème de l'identité française, etc. Fallait pas en parler. Et cette France-là, cette France en souffrance, c'était les questions qu'elle avait en tête. Et donc, d'une part, elle s'est dit, il n'y a que le Front National qui en parle, donc c'est le Front National qui me représente. Et d'autre part, quand on n'en parle pas, quand on censure le débat démocratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la rumeur. C'est la rumeur qui remplace l'information. Dimanche dernier, Marine Le Pen attire 22,23% des votants, soit plus de 4 millions d'électeurs. Le FN ne dirige aucun département, mais il s'ancre localement partout dans la France, en passant de 2 à 62 conseillers. Au-delà des régionales en décembre, Marine Le Pen prépare déjà sa campagne pour les prochaines présidentielles de 2017. On vous aime à mort! Florian Philippot, on vient de revisiter ces 20 années. Ce que l'on voit sont des victoires dans les urnes. Ça monte, ça progresse, mais ça débouche précisément jamais sur une conquête. Vous n'avez pas gagné un seul des 100 départements. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de monde pour s'opposer à votre arrivée au pouvoir que ceux qui vous soutiendraient au premier tour. Donc c'est des victoires en chocolat, si je puis dire, actuellement. C'est des victoires qui ne débouchent jamais sur rien. Enfin, dans nos villes, déjà, nous avons gagné, là, ça n'apparaît pas. Une dizaine de villes, oui. Oui, une dizaine de villes de plus de 36 000 communes en France. Non, mais de plus de 10 000 habitants. Je veux dire, évidemment, après, dans les autres communes, c'est beaucoup moins politisé. Et ça, ce ne sont pas des victoires en chocolat. Ce sont des gestions municipales Front qui sont d'ailleurs, je le signale, plébiscitées. On l'a vu par un sondage. C'est mieux jugé que dans les villes. C'est mieux jugé que dans les villes équivalentes de l'UMPS. Ouais. Et par ailleurs, nous avons vu aux dernières départementales en France que nous faisions d'excellents scores dans ces villes avec souvent des victoires au premier tour pour nos conseillers départementaux. Donc ça, c'est quand même un signe grandeur nature que la gestion Front National, ça fonctionne bien pour la baisse des impôts, l'amélioration de la sécurité ou de la vie économique et sociale. Par ailleurs, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, Marine Le Pen est engagée dans une conquête du pouvoir. C'est la stratégie qu'elle a fixée en arrivant à la tête du mouvement en 2011. Alors ça passe, ça se fait pas en 2 semaines, okay, bon. Mais ça se fait et ça avance vite parce qu'effectivement on s'est ancré pour les départementales, on a fait un score historique pour les européennes, on a fait un score historique pour les municipales, on a gagné des villes. Mais qui débouche au bout du compte rarement sur des victoires. Oui, mais ça monte et on s'implante et je crois que nous arriverons en 2017 à la présidentielle beaucoup plus outillés et ancrés et implantés qu'en 2012 lors de la dernière élection présidentielle. En fin de compte, qu'est-ce qui pourrait vous barrer la route ? Est-ce que la reprise économique en France, par exemple ? Non, mais de toute façon, je vais vous dire, déjà, je pense que ça n'a rien à voir parce que les Français qui votent Front National adhèrent à un projet de redressement national. Vous voyez, on parlait, je reviens 2 secondes sur ce que nous disions tout à l'heure, mais on disait l'Europe, vous voulez faire ça, on peut en discuter. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en face ?
Rien, absolument rien. C'est-à-dire qu'on continue comme cela, et si on continue dans la même direction, il n'y aura de toute façon aucune reprise économique et sociale en France, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on ne fait rien pour la réindustrialisation de notre pays et le soutien aux PME, aux TPE, aux PMI, à la création d'emplois, il n'y aura pas de reprise économique. Mais on lit votre programme. Ce qui permettra de notre arrivée au pouvoir, c'est l'adhésion des Français à un projet. Et on a l'impression de voir un programme de la gauche la plus archaïque, la plus passéiste qui soit, c'est-à-dire relance keynésienne, les 35 heures, la retraite à 60 ans, mais tout ça a été tenté et a échoué. Et vous revenez à on a l'impression que c'est un parti qui vit sur la nostalgie. Voilà, la nostalgie des années 70, lorsqu'on s'arrêtait de travailler à 60 ans. Mais à l'époque, on vivait moins longtemps aussi, peut-être. Écoutez, je préfère payer un retraité à 60 ans qu'un chômeur à 55. Parce que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on retarde. Ça fait depuis 1993 qu'on fait les premières réformes d'allongement de la durée du travail. Donc, on peut retarder à 64, 65, demain 68, 70, 72 ans. On se rend compte que ça ne règle jamais rien. D'accord, donc on descend à 60. Non, mais jamais le problème. 40 ans de cotisation. Comment on finance avec moins de jeunes? Moi, si vous voulez, avec moins de jeunes. D'une manière générale, on peut gérer la pénurie parce qu'on fait du 0% de croissance, ou entre 0 et 1. Ça s'appelle gérer la pénurie, donc on fera ça. On allongera la durée du travail. On fera de plus en plus d'impôts et de taxes comme ils l'ont fait sous Sarkozy et sous Hollande. Mais je vous réponds, je peux juste développer un raisonnement. Je ne peux pas vous répondre en 3 secondes, excusez-moi. Soit on continue dans la gestion de la pénurie, soit on se redonne les moyens de créer la croissance. Parce que le problème principal, le financement aujourd'hui, les comptes sociaux, dont la retraite, c'est qu'il n'y a pas de croissance et d'emploi en France. Et donc évidemment, on tourne en rond. Et surtout, on fait les vraies économies avant de demander de nouveaux sacrifices aux Français. Voilà, les vraies économies sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur le coût de l'Union européenne. Je suis désolé, mais il va falloir énormément d'immigrés pour financer vos retraites. Non, il va falloir surtout qu'on fasse ces économies sur l'immigration et qu'on fasse une politique familiale et de natalité à côté. Ce serait, je pense, une solution beaucoup plus efficace. Je vais prolonger la question de Christophe Ayat, précisément. Nous sommes, je vous le disais, écoutés et vus en ce moment même en Afrique, au Maghreb, et vous parlez d'immigration. Alors, Sophie Malibaud, vous avez donc lu avec attention le programme du Front National. Votre question? Oui, tout simplement, vis-à-vis du Maghreb, vous proposez de renégocier absolument tous les accords économiques passés avec ces pays en échange d'un arrêt des flux migratoires. Vis-à-vis des pays d'Afrique, vous proposez que l'État français soutienne les investissements privés dans les pays d'Afrique en échange d'une inversion des flux migratoires. C'est-à-dire on renvoie des gens, pour parler clairement. Qu'est-ce que ça signifie? Non, et vous pensez que... Ceux qu'on doit renvoyer de manière évidente sont les clandestins. Parce qu'ils sont en situation illégale sur le territoire français. Moi, je suis toujours choqué Dans le programme, vous ne parlez pas des clandestins. Non, mais je suis toujours choqué que ça fasse débat quand nous nous expliquons qu'il faut renvoyer les gens qui sont illégalement en France, qui sont chiffrés à peut-être 200, 300, 400 000 ou 500 000 personnes sur le territoire. Il y a des reconduites à la frontière, national. Mais vous allez trouver que c'est insuffisant. Alors, qu'est-ce qu'on fait globalement? Parlons du réalisme de cette politique et de ce qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration? On nous écoute à nouveau en Afrique. C'est une question multidimensionnelle. Moi, je pense que d'abord, il n'y a aucun pays, notamment africain, qui est heureux de voir partir ses populations, heureux de voir partir ses médecins, heureux de voir partir ses cadres. Eux-mêmes ne sont pas forcément heureux de voir partir ses travailleurs. Je pense que les pays africains ont besoin d'une élite pour se développer et que nous devons avoir ensemble une politique de co-développement. Ce qui permettra d'ailleurs à la France d'assumer un rôle en Afrique, un rôle politique, culturel, diplomatique. Aujourd'hui. De moins en moins. Le co-développement, c'est ce qu'on fait. Non, de moins en moins. Vous demandez à n'importe quel pays africain, il vous dira que la France est plutôt en retrait sur le continent, malheureusement, au profit des États-Unis, de la Chine, donc le notamment. Front National veut investir en Afrique, dépenser dans la coopération, mais par le exemple, développement. Nos jeunes du collectif Marianne, collectif étudiant du Rassemblement Bleu Marine, proposent un Erasmus de la francophonie. La France a des atouts incroyables dans le monde qui s'appelle la francophonie, qu'il faudrait développer beaucoup plus. Il faudrait miser beaucoup plus sur cette politique et pas continuer de la négliger comme on le fait notamment après Jacques Chirac, depuis Sarkozy et François Hollande. Jacques Chirac, il tenait encore, mais je regrette que depuis Nicolas Sarkozy, on ne s'intéresse plus à la francophonie. C'est pas immigration zéro, en tout cas ça c'est un slogan que vous laissez tomber. Si, l'immigration, on peut la réduire en solde à peu près 10 000 par an, légal, et arrêter l'immigration clandestine. Pour ça suppose... Parce que cette question n'a jamais été posée aux Français. Mais dans les sondages, les Français vous disent qu'ils ne veulent plus d'immigration. Si on est en démocratie, on écoute ce que disent les Français pour des raisons culturelles, pour des raisons de communautarisme, pour des raisons économiques et sociales. Les Français veulent l'arrêt de l'immigration et nous disons que c'est possible à condition qu'on retrouve des frontières, qu'on retrouve une souveraineté migratoire et qu'on arrête d'aller piller parfois certains pays qui ont besoin de cela pour leur développement. Vous avez ces arguments démagogiques qui est de faire de l'immigration un bouc émissaire, en fait, à tous nos problèmes. Ça, c'est dans votre tête. Mais qui a dit ça là ?
Mais personne. Parce que dès qu'on vous demande comment vous réglez les problèmes, et Marine Le Pen le fait de la même façon, c'est tout de suite en réduisant l'immigration. C'est le leitmotiv. Je crois que j'ai une pensée, permettez-moi, reconnaissez-moi d'avoir une pensée un peu plus complexe que cela. Ça, c'est peut-être, vous avez peut-être un schéma dans votre tête qui hérité d'il y a 30 ans. Vous avez des études très sérieuses. Dans le programme, c'est une obsession. Vous avez des études très sérieuses. Non, c'est pas une obsession. C'est un point important qui doit être dans le débat politique. Vous avez des études sérieuses qui vous disent un clandestin en moins égale un emploi en plus. Le bâtiment aujourd'hui manque de bras. Le bâtiment français, si vous connaissez la situation, moi je suis allé au salon Batimat, vous voyez, et j'ai vu les professionnels du bâtiment. On a même signé leur pétition pour la suppression de la directive détachement des travailleurs. C'est une directive européenne, si on y reste 2 secondes, qui fait que vous employez en France des travailleurs étrangers qui sont payés avec les charges sociales du pays d'origine. Merci l'Union européenne. Ça crée une concurrence déloyale épouvantable en France, à l'intérieur, vis-à-vis de certains secteurs comme le BTP, le bâtiment, l'agroalimentaire ou le transport. On vient de voir la faillite de Maury Global, qui a été un transporteur français, qui a été victime de cette concurrence déloyale de l'Est. Global du bâtiment, c'est qu'il n'arrive pas à recruter assez de monde. Eh bien, parce que d'abord, il y a ce problème. C'est pas à cause des clandestins. Cette directive détachement tire le secteur vers le bas et tire donc les salaires vers le bas. Et à partir du moment où vous tirez un secteur vers le bas, il n'est plus suffisamment attractif, malheureusement. Vous savez très bien que ça a commencé avant la directive détachement. Parce que le secteur n'est pas suffisamment attractif, parce qu'il propose des salaires trop faibles. Alors évidemment, on préfère faire venir des esclaves du tiers-monde, parce qu'eux, ils accepteront tout, ils seront toujours payés 10 fois plus que dans leur pays d'origine. Mais vous pensez que c'est une politique humaniste? Non, je ne crois pas que ça le soit. Mais alors, donc, vous proposez quoi pour relancer? Qu'on mette fin à la concurrence déloyale, notamment on abroge la directive détachement, qu'on réinstaure des salaires corrects dans ce secteur. Et comment vous entraînez le privé à payer ce que vous appelez des salaires corrects? Je vous le dis, notamment en supprimant ce cercle vicieux de la directive détachement des travailleurs, ce qui permettra d'attirer de jeunes travailleurs français qui sont au chômage et qui ont envie de travailler. On était en train d'aborder votre politique à l'international et notamment votre politique vis-à-vis du Maghreb et de l'Afrique, puisque nous avons beaucoup d'auditeurs dans ces régions. Bien sûr. Et donc, c'est tout ce que j'ai trouvé finalement dans le programme les concernant, c'est cette proposition de tout renégocier en échange de politique du chantage. Vous pensez qu'ils vont accepter ? Il n'y a pas que cela, il y a aussi toute la politique étrangère dans le projet du Front National qui est en ligne, où on parle notamment de cette politique de rayonnement, de coopération, d'Erasmus de la francophonie. Puis nous avons enrichi le projet, il date de 2012. Depuis, on l'a enrichi de diverses réflexions et nos collectifs, comme celui des étudiants par exemple, l'ont enrichi. Mais pensez-vous que c'est acceptable, cette proposition que vous faites? Je crois que c'est du gagnant-gagnant. Je crois que c'est du gagnant-gagnant. Je pense que les pays africains, les outils, notamment, ont envie de voir se développer chez eux une classe moyenne et une classe dirigeante au service de l'intérêt national de leur propre pays. Et les Français veulent cesser l'immigration parce que c'est devenu intenable et qu'on leur a fait beaucoup de promesses, notamment Nicolas Sarkozy en 2007 qui voulait réduire considérablement l'immigration et finalement il en a fait autant que François Hollande aujourd'hui, même plus que Lionel Jospin à l'époque, c'est-à-dire 200 000 entrées légales par an, plus rien contre l'immigration clandestine. Nous avons beaucoup de questions sur ce dossier international à vous poser, au-delà de ce qu'on évoque à l'instant, l'immigration, peut-être sur la Syrie. Avec cette constatation, personne ne veut, en dehors peut-être de la Russie, ne veut dialoguer avec Bachar el-Assad qui a tué 200 000 personnes de son peuple. Vous trouvez qu'il est fréquentable, Bachar? Il y a une guerre civile qui a tué 200 000 personnes, il faut être un petit peu honnête. Il bombarde également son peuple. Même si ce n'est pas notre ami, puisque le seul qui l'avait reçu sur les Champs-Élysées, c'était Nicolas Sarkozy en 2008. À l'époque. Donc, on le rappelle. Bon. Il se trouve que, vous dites, personne ne veut discuter avec lui. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des évolutions au niveau américain, il y a eu des déclarations récentes. Et je ne voudrais pas que les Français se retrouvent, contrairement à leur tradition diplomatique. Normalement, la France est une puissance d'équilibre et de dialogue, et de concertation, conciliation. Je ne voudrais pas que la France se retrouve plus américaine que les Américains. Donc pour vous, il est fréquentable. Il est fréquentable. On discute avec lui. Je ne sais pas s'il est fréquentable moralement. Bon. À ce moment-là, le roi d'Arabie Saoudite non plus n'est pas fréquentable. Et pourtant, François Hollande est allé présenter ses condoléances. Mais est-ce qu'il est une clé de la solution? Est-ce qu'on peut discuter avec lui? En matière diplomatique, il ne faut pas raisonner simplement en termes de morale, sinon on n'avance pas et on ne fréquente pas non plus la Chine. Bon, avec toutes les exécutions qu'on y connaît. La région à ce que le fardeau des réfugiés, l'aide aux réfugiés, soit partagée par la France. Non, mais il se trouve qu'aujourd'hui, n'en accueille que très peu. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un problème qui s'appelle l'État islamique. Et que c'est aussi l'adversaire et l'ennemi du régime syrien. Donc moi, je veux bien qu'on lutte soi-disant contre l'État islamique et le djihadisme
mais on ne peut pas lutter en même temps contre ceux qui sont censés le combattre. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Oui, je préfère aujourd'hui être avec le régime syrien contre l'État islamique que l'inverse, ou nous faire croire qu'on va soutenir certains rebelles parce qu'ils sont gentils et les différencier des autres rebelles qui sont méchants. Ça, c'est mentir aux autres. Mais vous savez très bien que les dirigeants de certains de ces groupes, de l'État islamique, de Jebel al-Nusra, sont sortis des prisons syriennes en 2011, ont été libérés par Bachar el-Assad. Ça vous gêne pas que Bachar el-Assad, pendant 3 ans, n'ait pas bombardé l'État islamique? Ça ne vous pose pas de problème. Il se trouve qu'aujourd'hui, par contre, qu'il ait bombardé son peuple avec des armes chimiques, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais si il n'a jamais utilisé ces armes chimiques contre l'État islamique. Je condamne cela, évidemment, mais je veux dire, on peut être aujourd'hui. Est-ce qu'on peut sortir d'une vision bouchiste des choses où il y a les gentils? Non, c'est pas une vision bouchiste des choses. Même la vision copier-coller de la vision des faucons américains. Vous pouvez me répondre pourquoi aujourd'hui, oui, je préfère combattre l'État islamique que Bachar el-Assad. Je vous le dis très clairement. Parce que les attentats que j'ai vus en France, c'était le djihadisme international. Les horreurs Bachar el-Assad ne combat pas l'État islamique. Et Bachar el-Assad, s'il n'est plus là demain, et je vous signale que les États-Unis ont dit encore très récemment, c'est quand même incroyable que ça vienne des États-Unis et pas de la France, ce genre de déclaration, que si l'État syrien s'écroule, c'est une catastrophe dans la région. Personne ne souhaite que l'État syrien s'écroule. Alors il faut arrêter de combattre Bachar el-Assad, parce que sinon il va s'écrouler. Quand j'ai vu les djihadistes arriver aux portes de Damas, comme il y a encore quelques jours, je suis très inquiet. Aujourd'hui, Bachar el-Assad, il a beaucoup de défauts, mais il a au moins la qualité de protéger les minorités. Et moi, je m'intéresse au sort notamment des chrétiens d'Orient, dont je déplore qu'ils soient presque les parents pauvres, les oubliés de la politique française. On n'en parle pas beaucoup. Donc on devrait les accueillir, on devrait en accueillir en France. On doit leur permettre de pouvoir rester chez eux en sécurité. Mais je pense qu'on doit arrêter les bêtises. Arrêter les bêtises en Syrie. Grâce aux États-Unis, il n'y a pas eu d'intervention française en 2013, je vous le rappelle, contre Bachar el-Assad. C'est quand même incroyable aussi que ce soit dans ce sens-là. Alors, normalement, la France, c'est plutôt une diplomatie qui arrête la guerre plutôt que de la provoquer. Et en Libye, on a fait n'importe quoi. Nicolas Sarkozy et BHL ont une responsabilité lourde dans l'arrivée au pouvoir des djihadistes en Libye, la déstabilisation totale de cet État, ce qui provoque une immigration massive vers l'Europe. Et la déstabilisation en Tunisie, le Bardo, l'attentat du Bardo, c'est en lien avec la déstabilisation de la Libye. Là, on fait un grand panorama. Aujourd'hui, vous savez que le Moyen-Orient est coupé en deux par une guerre entre l'Arabie Saoudite et ses amis, que vous vilipendez en permanence, en disant ce sont des gens qui diffusent l'intégrisme, etc. Ce qui est une vision possible. Et en face, l'Iran et ses alliés, Bachar el-Assad, le Hezbollah. Qui il faut choisir entre ces deux-là? Vous choisissez le camp d'Iran et de Bachar el-Assad? Il ne faut pas choisir, parce que dès qu'on choisit, on crée la tension et la guerre. Il faut essayer de faire dialoguer et faire discuter. Et je pense que ça peut être le rôle traditionnel de la France, d'être une voie d'équilibre dans le monde entier. La France est une puissance mondiale qui rayonne et qui doit être en équilibre et qui doit lutter contre, aujourd'hui, la priorité. Il faut raisonner en priorité. La priorité aujourd'hui, c'est l'État islamique. Donc c'est lui qu'il faut combattre. Il faut travailler avec le camp chiite contre les djihadistes. En tout cas, il faut arrêter de se soumettre au Qatar et l'Arabie Saoudite qui financent l'islamisme à côté. Toujours dans cette région. Non, mais c'est pas, moi je suis pas dans la vision de Bush. Vous êtes contre moi, pour moi ou contre moi. C'est la vision de George Bush. On peut être plus subtil que cela. C'est pas ça la question. Vous êtes dans une région où en ce moment deux forces s'affrontent. Mais ça, c'est la vision manichéenne. C'est infiniment plus précis. C'est la réalité. Prenons un exemple précis du terrain. Il faut créer les conditions du dialogue et lutter contre le djihadisme sans faiblesse. Est-ce que vous vous réjouissez de l'accord qui vient d'être conclu avec l'Iran ? Par exemple, vous savez qu'Israël, où on nous écoute, s'inquiète de cet accord. Vous dites c'est un bon accord, ça permet d'étendre la situation internationale, retour d'un grand acteur. C'est bien, c'est pas bien ? Tout ce qui permet, donc effectivement, les accords de Lausanne entre 5+1, comme on dit, et l'Iran, tout ce qui permet d'apaiser la situation et d'éviter la montée, l'escalade du conflit est bienvenu. Donc, évidemment, je comprends les inquiétudes d'Israël. Il faut regarder de près les choses. Mais il faut aussi reconnaître que quand ça avance, ça va plutôt dans le bon sens. Donc c'est plutôt un bon accord. Oui, c'est plutôt un bon accord. Vous reconnaissez que l'Europe était à l'œuvre dans la négociation de cet accord. 5+1, il me semble que les 5, ce sont les 5 puissances permanentes du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas l'Union européenne, ce sont les nations, plus 1, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc au contraire, ce sont les États-nations et pas l'Union européenne. Voilà. Et on voit d'ailleurs que les États-Nations, c'est plus efficace pour la diplomatie que l'Union européenne, une espèce de monstre mou, de grosse méduse molle, qui souvent est un copier-coller de la position américaine. On a pu comprendre que vous ne l'aimiez pas, en effet. Tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, Catherine Ashton, on doit beaucoup de cet accord aussi à l'Union européenne. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Bien. Et je considère que l'Union européenne... Regardez, qu'est-ce qu'on aurait fait en 2003, lors de la guerre en Irak, puisque la France était contre. La moitié de l'Europe ne voulait pas y aller, avec l'Allemagne notamment, et la France. L'autre moitié, dont le Royaume-Uni et les pays de l'Est, voulaient y aller.
Qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait une diplomatie unique et une armée unique européenne? On aurait coupé un porte-avions en deux. Je veux dire, on voit bien que ça marche pas. On n'a pas les mêmes intérêts nationaux. Autre ça, point. je pense qu'il faut en tenir compte, c'est la réalité. Autre point chaud de l'actualité, ce qui se passe à l'Est, même s'il y a une relative détente actuellement, avec la politique de Poutine, que certains trouvent un peu expansionniste. Vous avez de très bonnes relations avec lui. Il fait même un peu les fins de mois du Front National. Il fait même quoi, j'ai pas entendu. Les fins de mois. C'est-à-dire qu'il a prêté de l'argent au Front National. Poutine? Oui. Pas Poutine. On est sur une chaîne sérieuse ici, on est sur relativement, Jimmy, une banque russe. Les banques russes. On est sur Cartoon TV en fait. Non, c'est une chaîne, une radio, une chaîne très sérieuse. Plus sérieusement, les prêts qui ont été accordés par la Russie au Front National, c'est un élément de fait. Que pensez-vous de la politique de Poutine plus globalement? C'est une banque privée tchéco-russe qui a prêté au Front National et ça devrait vous inquiéter parce qu'aucune banque française n'a accepté de prêter au Front National. C'est pas très démocratique. La question portée sur Poutine, Monsieur Philippot. Moi, comment vous le voyez? Mais il se trouve que je considère que la guerre froide s'est terminée quand j'avais 10 ans et je veux pas qu'on ait toujours les grosses lunettes des années 70-80 où il y aurait les gentils américains, les gentils blocs de l'Ouest et les méchants russes. C'est stupide et débile. Et je pense qu'il faut avancer vers le dialogue encore une fois. Ou alors, si on raisonne uniquement en termes de morale, on arrête de négocier avec la Chine, avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite et avec une bonne moitié des pays du monde, mais je ne pense pas que ce soit très opérant. Il se trouve qu'en Ukraine, il y a une influence européenne pour des raisons culturelles et historiques à l'ouest et une influence russe à l'est. Bon, c'est comme ça. On a touché les frontières. C'est comme ça. Comment on fait? On coupe le pays en deux? On doit, je pense, œuvrer politiquement pour une Ukraine fédérale. Je pense que c'est la seule solution. Une Ukraine fédérale, effectivement, avec une autonomie assez large, même large, pour des parties du pays, des régions du pays qui sont sous influence politique et culturelle différentes. Mais c'est la réalité. En tout cas, il faut éviter la guerre et le conflit. Vu ce qui est à l'œuvre dans le Donbass, dans la partie est de l'Ukraine, avec le soutien de M. Poutine, vous imaginez qu'une solution de ce type est encore réalisable? Moi, je pense que plus on ira vers l'escalade verbale déjà, vers les sanctions contre la Russie, etc., plus on rompra le dialogue et on créera les conditions du conflit. Je vois pas très bien ce que ça apporte d'être intransigeant. Et chacun, la Russie aussi, chacun doit faire un effort et essayer de dialoguer. Mais on n'y arrivera pas si on se jette des anathèmes et des sanctions à la figure. Mais on n'y arrivera pas et on ira vers la guerre au final. Personne ne veut la guerre, je crois. Vous qui êtes très à cheval sur les frontières, vous reconnaissez qu'il y a un problème de délimitation des frontières là entre la Russie et l'Ukraine Oui, probablement, mais c'est une région qui est traversée de beaucoup d'influences et qui est très compliquée. Donc, évidemment, dans ces régions-là, comme on en a connu d'autres dans l'histoire, et les frontières, c'est un sujet sensible. Mais ça se règle, ça, normalement, par la concertation, le dialogue. Ça peut prendre longtemps, mais ça se règle. Vous voulez revenir à une politique d'intérêt et nationale. Il y a des nations, elles ont chacun leurs intérêts, etc. Il se trouve qu'en ce moment, nous sommes... le pays qui nous est le plus proche, c'est l'Allemagne, de Mme Merkel. Économiquement, diplomatiquement, par rapport à la Russie, par rapport à l'UE. Vous semblez le regretter puisque vous contestez ces politiques. Politique économique, diplomatie vis-à-vis de Poutine. C'est qui nos amis alors? Avec qui on devrait fonctionner? Non, mais ce sont nos amis. Mais non, moi, ce que je regrette... C'est qui? Pour le Front National, ça va être qui le partenaire je réponds demain? sur l'Allemagne. Que l'Allemagne défende ses intérêts nationaux, l'euro est adapté à l'Allemagne, pas à la France, ni à l'Italie, ni à l'Espagne, ou à la Grèce. Bon, mais ce que je regrette, c'est que la France ne défende pas ses intérêts aussi, et qu'elle se soumette très souvent aux intérêts allemands. Vous voyez, le Premier ministre qui court, M. Valls ou M. Hollande qui court en Allemagne pour présenter sa feuille de route à Mme Merkel, je ne vois pas très bien pourquoi. Genre, il n'est pas vice-chancelier d'Allemagne, normalement. Pourquoi l'euro n'est pas adapté à la France? Parce que c'est une monnaie forte et que la France est un pays faible? Parce que... Mais si la France devient un pays fort, peut-être que... Parce qu'on ne peut pas avoir la même monnaie que l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là, nous n'avons aucune capacité de regagner la compétitivité par rapport à ce que vous disiez et qui était juste, que l'Allemagne est notre principal partenaire, mais aussi concurrent économique aujourd'hui. Souvent, d'ailleurs, sur les mêmes créneaux industriels. Donc, tant qu'on partage la même monnaie, plus on verra la France être aspirée, son industrie aspirée, comme ils l'ont fait en Italie aussi, par l'industrie allemande. Mais c'est de bonne guerre de l'Allemagne. L'Allemagne défend ses intérêts nationaux économiques. Donc, alors, qui doit être notre partenaire? L'Italie, l'Espagne, qui sont plus proches de nous? Allez, je vais vous dire une chose. Tous ces pays-là, mais sortons le nez de Bruxelles, regardons large, regardons le monde. La France, c'est aussi un espace maritime, le deuxième du monde. C'est un outre-mer. Et moi, je voudrais qu'on parle plus de nos compatriotes d'outre-mer, qui sont des Français comme les autres. Par exemple, qu'on les intègre dans les statistiques du chômage, ce qui n'est pas le cas, ce qui me semble aberrant et honteux. Qu'on fasse la francophonie. La France est une puissance planétaire qui doit dialoguer avec le monde entier, retrouver ses amis aussi traditionnels en Afrique ou au Moyen-Orient et en Amérique.
Et voilà, et je pense que la France doit cesser d'avoir le nez sur Bruxelles parce que ça la rapetisse. Merci. Alors la France, elle est grande. Florian Philippot d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu Merci à nos questions, notamment sur l'international. Je vous confirme que TV5 est une chaîne très sérieuse, tout comme Radio France Internationale et Le Monde. Merci de votre participation. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde et de RFI.